Et souvent, les médias nous interrogent sur des événements d'actualité qui ne sont pas notre spécialité. Les scientifiques d'aujourd'hui sont des spécialistes. Et donc, ils détestent s'exprimer sur des sujets pour lesquels ils n'ont pas la connaissance. Je pense que les universitaires comme moi, on n'aime pas trop d'être impliqué dans un débat. Peut-être que parce que mieux que quiconque, on sait ce qu'on ne sait pas et que du coup, on est prudent sur ce qu'on sait. Sartre a défendu le concept de l'intellectuel, notamment l'intellectuel militant. Donc lui, quelque part, renouait assez judicieusement avec l'époque des Lumières, avec l'idée qu'un intellectuel, c'est pas forcément quelqu'un qui est neutre, qui est déconnecté de la société, c'est quelqu'un qui va avoir un avis. Pour moi, on a une injonction à être visible, à intervenir le plus possible dans les médias. Finalement, fonctionner à la visibilité, c'est être un peu le reflet de notre société qui fonctionne comme ça, à la visibilité, à celui qui va se montrer le plus, etc. C'est celui-là qui va être le plus reconnu. J'ai du mal avec ça, en fait. Pour moi, le principe de base, c'est de dire on doit ça à la société. On a la chance d'être payé pour penser, lire, discuter. On a presque une dette morale vis-à-vis de la société. Foucault considérait que dès qu'un intellectuel s'exprimait sur autre chose que son domaine particulier, quelque part, c'était de la malhonnêteté intellectuelle. Je n'ai pas du tout apprécié, et je ne l'apprécie toujours pas, des experts qui, à longueur de journée, se répandent dans les réseaux sociaux et dans les médias. Je trouve que beaucoup d'experts confondent un petit peu les faits scientifiques et leur opinion personnelle. Ça, c'était à mon avis très intéressant et c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment montré en fait, parce que quand on vulgarise la science, on va toujours vulgariser finalement le message ultime, voilà, les microbes c'est quoi, c'est ça, le coronavirus c'est ça. Mais on n'a pas montré en fait toutes les controverses qui ont fabriqué le savoir. Or c'est ça en fait qui fait la bonne science, c'est toutes les controverses qui l'ont fabriqué. Les controverses scientifiques, elles ont lieu dans les journaux scientifiques, elles ont lieu dans les conférences, dans les congrès scientifiques, entre scientifiques qui utilisent la même méthode, la méthode scientifique. Elles n'ont jamais lieu sur les plateaux de télévision ou sur la radio. Ça, c'est juste de la poudre aux yeux et du racolage. Arriver à se mettre au niveau de son auditorat est essentiel. Et ce n'est pas facile à faire. Ça prend du temps. Et encore faut-il que les auditeurs soient prêts à prendre ce temps-là. Je suis aussi, moi, vraiment irritée par un discours de surplomb de la part des scientifiques en disant « Oh, les bêtes gens pensent que, comment peuvent-ils penser ça? Je vais vous expliquer ce qu'est la vérité. » Et donc maintenant, on parle beaucoup de l'adhésion ou du manque d'adhésion de la société. Et j'ai l'impression que parfois, ces prises de position des scientifiques qui savent et qui vont vous expliquer ce qu'est la vérité, ça a vraiment un effet délétère. Hector, le podcast qui questionne la science, les pratiques et les positionnements scientifiques. Réalisé par Céline Raz et le service audiovisuel de l'UNAMUR pour l'Institut Moretus-Plantin. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Je te l'ai dit, non ? Bon. Mais une thèse sur quoi ? Sur rien. Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps, ça. Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans. Non, Odile, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Bon, bah alors vas-y, c'est quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai pas dit ça. Non. Au lac de Paladru ! Mais, excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse, Non, personne. Alors ça, c'était un extrait du film « On connaît la chanson » d'Alain Resnais, un extrait qui a dû parler aux médiévistes présents dans la salle, extrait qui renvoie à l'hyperspécialisation des recherches scientifiques. Et cette surspécialisation, justement, elle sonne parfois comme une déconnexion. Elle rend plus compliquées, moins confortables les interactions avec la société et avec les médias. C'est ce dont nous allons parler ce midi. Bienvenue à tous à cette table ronde. Alors, vous avez aussi entendu des extraits du 4e podcast de la série Hector, épisode dans lequel on questionne la posture de l'universitaire et l'évolution de son rôle dans la société, car beaucoup de choses ont changé depuis le 19e siècle, celui d'Hector Lebrun, biologiste qui a donné son nom au projet, et qui était un des premiers cytologistes, un homme de science donc, mais qui n'hésitait pas à sortir de son terrain d'investigation pour prendre part au débat de son temps. Il écrivait
Il interpellait, il critiquait, et parfois sur des questions bien éloignées comme la musicologie ou l'archéologie. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, le risque est grand pour l'expert touche-à-tout de se faire traiter de tautologue, car entre-temps, la professionnalisation de la recherche a entraîné sa spécialisation, laquelle pose aux scientifiques la question de leur légitimité. Ils sont capables de produire une parole de plus en plus experte, mais de moins en moins universaliste. Beaucoup sont d'ailleurs peu à l'aise à l'idée de sortir de leur champ de compétences strictes. Beaucoup se sentent illégitimes et se demandent s'ils doivent accepter de communiquer dans les médias. Pourquoi, à qui, comment ? Ce sont des questions sur lesquelles on va rebondir avec nos 4 intervenants. Anne Roukens, professeure d'histoire, Élise de Grave, professeure de droit, et Frédéric Sylvestre, professeur de biologie. On a donc 3 académiques de l'Université de Namur, de formation et de facultés différentes. Et puis Arnaud Reyssen, journaliste à la RTBF, qui est tous les jours en contact avec des scientifiques dans le cadre de son émission Déclic. Donc, merci à eux d'être là. Ils ont accepté de donner leur point de vue, c'est ton point de vue, sur la relation parfois teintée dans mépris réciproque qui lie les journalistes et les scientifiques. C'est que les 2 métiers sont radicalement différents. Les temporalités, les publics, la mise en récit, tout les oppose. Et pourtant, ils ont mutuellement besoin les uns des autres. Il est évident que pour les médias, les scientifiques sont indispensables au décodage de l'actualité, comme il est nécessaire pour les universitaires de donner un sens à leurs travaux en les communiquant en dehors des cénacles académiques. Mais quels sont les risques alors de cette exposition dans les médias ? Course à la visibilité, ultra-crépidarianisme, difficulté de transmettre une information juste et précise en peu de temps, confusion entre les faits et les opinions, position de surplomb des intellectuels. Nos invités vont donner leur point de vue, mais je voudrais donc les remercier d'avoir rejoint cette table. Et donc, ce faisant, le projet plus général, le projet Hector, du nom donc de ce biologiste namurois méconnu, dont les archives sont conservées à la bibliothèque universitaire. Un projet de valorisation est en cours grâce à l'Institut Moretis-Plantin. C'est un projet qui est piloté par Yves Poumet, professeur de médecine, et Anne Roukens, professeur d'histoire. Et merci à eux d'être le directeur et la directrice qu'ils sont. Donc Hector, c'est un projet interdisciplinaire à cheval sur les sciences et l'histoire, vous l'avez compris, qui s'articule autour de différents axes de communication, avec en point d'orgue en fin d'année la mise en ligne d'une exposition virtuelle et la publication d'un catalogue qui fera la part belle aux ouvrages précieux de la bibliothèque. Et en attendant, la série de podcasts Hector a déjà vu le jour grâce à la très précieuse contribution d'Alexandre Rollman, vous savez, qui est maintenant derrière la caméra. Merci. Et donc, chaque épisode part des travaux de ce savant pour interroger dans une perspective diachronique des problématiques qui résonnent toujours aujourd'hui dans le contexte contemporain. Au total, il y a une 15aine de scientifiques de l'UNAMUR qui y prennent la parole et ils parlent de la place des femmes en sciences, de l'expérimentation animale, de la théorie de l'évolution, de la résistance aux théories scientifiques ou de leur façon de concevoir leur mission en tant qu'universitaire. Donc je vous invite à aller écouter ces podcasts qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Et c'est précisément parce qu'à chaque fois, ces 40 à 45 minutes passées avec eux ont semblé trop courtes qu'on a décidé de les prolonger en organisant des tables rondes, dont la deuxième commence maintenant avec cette question. Les scientifiques doivent-ils intervenir dans la sphère publique ? Élise de Grave. Alors, selon moi, oui, évidemment, mais pas n'importe comment, parce qu'il y a un risque que ce scientifique, on le croit. Et donc, je trouve que c'est vraiment une très belle question de savoir qu'est-ce qui fait qu'on a confiance dans le chercheur universitaire qui s'exprime dans l'espace public. Et c'est une question sur laquelle je me suis penchée avec Marc Verdussen, qui est professeur à la faculté de droit de l'UCL. On a écrit ensemble un article sur ce sujet et c'était vraiment super gai parce qu'on a croisé nos regards et nos expériences dans l'espace public pour essayer de dégager, de systématiser les exigences qui s'imposent selon nous aux chercheurs pour prétendre gagner de la légitimité dans l'espace public. Alors, très brièvement, on a dégagé notamment l'indépendance, la nuance, la modestie, la pensée consolidée et l'audace. Et je vais me concentrer ici brièvement sur la pensée consolidée et l'audace. La pensée consolidée, d'abord, je pense que c'est vraiment ce qui fait le côté incontournable du chercheur, vraiment son côté irremplaçable dans l'espace public.
Pour faire bref, c'est parce qu'on étudie une question pendant 10 ans qu'on est capable, je pense, d'en parler vraiment bien pendant 5 minutes dans les médias. Et je suis d'ailleurs toujours surprise quand j'écoute à la radio un chercheur, même si le propos est bref parce que le temps court, il y a vraiment beaucoup de souffle là derrière. Et je crois qu'on peut comparer la recherche au fait de bêcher dans son jardin. Le premier coup de bêche, il est assez facile, la terre vient de manière nette, et je pense que c'est ce que peuvent ressentir probablement les étudiants quand ils commencent à faire de la recherche. On fait un peu quelques clics sur Google, on passe 2-3 coups de fil et on a déjà l'impression de faire le tour d'une question, mais la recherche universitaire, elle va vraiment beaucoup, beaucoup plus loin. On doit creuser, même quand c'est difficile, on doit ouvrir des pistes, savoir pourquoi on les ouvre, fermer des pistes, savoir pourquoi on les ferme, aller vraiment jusqu'aux racines de la matière, jusqu'aux fondamentaux, pour vraiment ne rien laisser au hasard, pour être certain qu'on reste bien à jour, hein, il ne faut pas louper une étude importante sur le sujet, et pouvoir au départ de ces fondamentaux aussi pouvoir développer des perspectives pour cette matière et peut-être même contribuer à l'évolution de la matière. Et donc je crois que le chercheur, en cherchant de cette manière, métabolise la matière et peut finalement proposer un propos qui est percutant dans l'espace public. Le deuxième aspect, je trouve aussi, qui est vraiment important, c'est l'audace. Et je crois aussi, de nouveau, là, les étudiants s'en rendent bien compte quand ils commencent à faire des travaux. Il faut vraiment oser se lancer dans la recherche parce que, voilà, le chercheur, il cherche quand il veut, mais il trouve quand il peut, le pauvre. Hein. Donc, c'est pas toujours évident. Il faut vraiment oser se lancer. Alors, c'est une audace qui est profondément altruiste, je pense. Hein. Le chercheur, il ne se lance pas un défi personnel pour le mettre après sur Instagram et compter les likes. Je crois qu'on a vraiment tous au fond des tripes le souci d'œuvrer pour l'intérêt général, de gratter pour revenir ensuite vers le public et faire avancer la société. Donc c'est une audace altruiste. Je crois aussi qu'on ne fait pas ce métier pour plaire et je pense qu'il faut même avoir le courage de déplaire, qui est un courage malheureusement de plus en plus rare dans une société qui est de plus en plus lisse. Et pourtant, je crois que comme chercheur, on doit vraiment pouvoir assumer d'avoir des analyses qui ne vont pas nécessairement plaire aux politiques, pas nécessairement aux entreprises, ni même aux citoyens, mais on est aussi là pour ça. Je crois que on peut ou on doit, c'est toute la discussion, aussi être des lanceurs d'alerte. Avec une grande force qu'on a, je crois, c'est que quand on divulgue une information, on peut aussi tout de suite fournir le décryptage de cette information au regard de nos disciplines. Donc on peut vraiment coller l'analyse disciplinaire à la divulgation de l'information. Et moi, pour l'avoir déjà vécu plusieurs fois, je constate que pour des journalistes qui font de l'enquête, par exemple, ils apprécient vraiment d'avoir la divulgation de l'info plus l'analyse. Ça leur permet vraiment de rebondir dans leur enquête. Et puis finalement, je terminerai par là, je crois il y a un aspect vraiment unique dans notre travail, c'est que sur certains sujets et sur certains dossiers, on peut créer une synergie entre notre rôle de professeur, notre rôle de chercheur et notre rôle de personne qui rend service à la communauté. Et quand on parvient à créer cette synergie, eh bien, le rôle des médias est vraiment super pour donner une caisse de résonance et finalement pouvoir aller percuter des publics, notamment le public politique. Et je vois que j'ai certaines étudiantes de mon auditoire là qui sourient. C'est vrai qu'on a vécu ça ces dernières semaines. Donc, mon auditoire de premier bac en droit au P-droit à Roubaix, ces dernières semaines, s'est transformé en grand cabinet d'avocats parce qu'il y a dans l'auditoire une étudiante qui a joué le rôle de lanceuse d'alerte. Elle est là, bonjour Anna, et qui est venue me signaler, m'interroger sur les pratiques d'une entreprise qui s'adresse directement aux étudiants. Donc, ça m'a interpellée, je me suis saisie de la question. Je l'ai creusée sous l'angle de la recherche et je suis revenue vers les étudiants expliquer qu'il y avait des dangers qui les concernaient eux directement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise en question a été mise au courant et le lendemain, j'ai reçu de la part de 2 avocats d'une grosse société d'avocats une mise en demeure de me taire. Alors, quand on reçoit ça comme chercheur, ça fait un peu bizarre et à la fois, c'est vraiment une belle reconnaissance. En fait, quand on dit qu'il faut arrêter de chercher, ça donne envie. Chez moi, en tout cas, ça réveille un petit côté pitbull qui me donne envie de creuser encore davantage. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai dit aux étudiants, écoutez, maintenant, l'université demande qu'on constitue un dossier de preuve, donc allez-y, c'était l'instant Erin Brockovich du cours, c'était donnez-moi les informations, qu'on puisse constituer pour l'université un dossier, puisque le match judiciaire avait été lancé par
par cette entreprise. Et donc finalement, voilà, ce dossier, je ne peux pas en parler parce qu'il est plus précisément parce qu'il est en cours d'instruction pour le moment. Mais ouais, je pense que vraiment c'est une bombe. Peut-être qu'à un moment, l'université voudra médiatiser, peut-être pas, on verra. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est le genre de dossier pour lequel on doit pouvoir alerter le public et où ce rôle à la fois d'enseignant, de chercheur, de service à la communauté prend tout son sens. Donc oui, Céline, je crois que le scientifique a un rôle à jouer dans l'espace public. Merci beaucoup Élise. Et sans micro, de toute façon on s'en fout, je n'ai rien à dire. Donc Frédéric, on peut passer à toi. Le tien fonctionne. Ok, merci beaucoup d'abord de m'avoir invité. C'était vraiment un vrai plaisir d'avoir participé à ce podcast et à cette table ronde. D'abord pour dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ai peut-être une sensibilité un peu différente parce que de formations différentes et peut-être que je ne mets pas les priorités aux mêmes endroits, mais sinon sur le fond je suis tout à fait d'accord. Donc d'abord, est-ce que le scientifique doit communiquer via la presse, donc communiquer au grand public via les médias interposés? Moi, définitivement, la réponse est oui, absolument. Pour deux raisons. D'abord, c'est que la plupart des scientifiques sont financés par des fonds publics. Donc, c'est vous ici, en payant vos impôts, ou les étudiants plus tard, quand vous payerez les impôts, vous payez nos salaires, nos sujets de recherche. Donc, c'est important, je pense, qu'il y ait un retour vers la population non spécialisés, non initiés à la recherche scientifique, pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec notre argent et montrer qu'il y a des choses, des connaissances qui avancent, qu'on petit à petit, d'année en année, on repousse les limites de la connaissance et que c'est grâce à l'argent public, principalement en tout cas, que la science peut avancer. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième raison, je pense aussi qu'on doit communiquer, tout simplement parce qu'on a, je pense, un devoir. On a on a suivi des formations poussées, universitaires, internationales pour la plupart d'entre nous. Donc on connaît un domaine, normalement en tout cas plus ou moins bien. Donc en fait, communiquer à la population, ça veut dire partager ses connaissances, ça veut dire augmenter ce que moi j'appelle la culture scientifique populaire, donc populaire avec un grand P, hein, donc du peuple qui fait d'autres métiers, qui n'a pas le temps de faire de la science sensu stricto, mais qui s'y intéresse. Et donc, communiquer à la population, ça permet à la population de devenir moins ignorante par rapport aux avancées scientifiques. Parce qu'on reste toujours ignorant, bien sûr, mais un petit peu moins. Donc, la réponse est oui. Néanmoins, c'est là le bémol qui arrive. Il ne faut pas le faire n'importe comment, ce que tu as dit aussi. Moi, je voudrais insister sur deux problèmes que je vois maintenant, même s'il y en a plus de problèmes potentiels. Le premier, qu'on a déjà cité tout à l'heure, c'est de ne pas confondre opinion et faits relatés, faits scientifiques relatés. Et là, avec la pandémie qui a eu lieu, et d'ailleurs ça continue encore maintenant, tous les jours, on a ça dans les médias. On a des scientifiques qui confondent relater les faits scientifiques, c'est-à-dire ce qui a été publié dans des journaux scientifiques avec des analyses de données poussées, avec des conclusions qui sont plus ou moins robustes, mais en tout cas qui existent. Donc on relate ces faits. Donc la vaccination, est-ce qu'elle fonctionne ou pas? Il y a des études qui montrent, oui, il n'y a pas de discussion actuellement, elle fonctionne, ça c'est un fait scientifique. Mais alors, souvent, ils confondent ça avec une opinion personnelle. Donc l'opinion personnelle, c'est chacun a une opinion, et c'est très bien, que l'on soit scientifique ou pas, il faut avoir une opinion, mais lorsqu'on la partage dans les médias et qu'on est scientifique ou qu'on est invité en tant qu'expert dans un domaine particulier, si on exprime une opinion, il faut clairement dire que c'est une opinion. Donc ici, ce que je vous dis, c'est une opinion tout à fait personnelle. J'insiste là-dessus. Mais il faut vraiment être clair là-dessus. Et je trouve que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas suffisamment, en tout cas. Si je prends les chiffres, je dis la vaccination contre le SARS-CoV-2 fonctionne, est efficace à autant de pourcents contre la dissémination du virus, autant de pourcents contre les formes graves, etc. Ça, ce sont des faits que l'on relate. Maintenant, mon opinion, si on me demande est-ce qu'on doit ou non vacciner les jeunes enfants, sur base de ce que je connais, sur base de ma personnalité, sur base de mon antériorité, je vais avoir une opinion. Moi, mon opinion, c'est oui. Mais c'est une opinion, ça. Ce n'est pas un fait scientifique que je partage avec vous. Donc, en tant que scientifique, je dois clairement identifier ce qui est fait relaté de ce qui est opinion.
Et alors le deuxième point, le deuxième danger que je vois, enfin il y en a plus que deux, mais le deuxième sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, et qui va peut-être, à mon avis, compléter ce que tu as dit, c'est que j'ai très peur actuellement de ce que j'appelle le relativisme scientifique. C'est-à-dire que la population est perdue, ne sait plus faire la part des choses entre ce qui est réellement démontré par la science, c'est-à-dire qui a suivi une méthodologie, la démarche scientifique qui est développée depuis 2 siècles, qui est extrêmement pointue et qui nécessite des années d'études pour la maîtriser, de ce qui est de la fausse science, c'est-à-dire des opinions qui sont déguisées comme étant de la science. Donc on va dire, moi, pour l'évolution par exemple, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, il y a des théories de l'évolution qui existent, qui sont démontrées, prouvées, éprouvées, etc. depuis 2 siècles. Et puis, il y a quand même encore des gens qui n'y croient pas et qui expriment ça sous des différentes notions de créationnisme, mais surtout qui font passer leur opinion pour de la science. Donc, qui s'expriment comme étant, soi-disant, des scientifiques, des spécialistes, en se disant, il y a une autre théorie, qui est le créationnisme, qui est une théorie qui est à mettre sur un pied d'égalité avec la théorie de l'évolution, les théories de l'évolution, avec le darwinisme, etc., etc. Et là, le problème, c'est quelqu'un qui n'est pas formé, qui n'a pas les compétences scientifiques, peut être perdu et se dire qu'est-ce qui est la vraie science, qu'est-ce qui est la fausse science. Et dans les débats médiatiques actuellement, et notamment qu'on a suivis pour la pandémie, eh bien, il y a parfois la propension de certains journalistes, mais aussi de certains scientifiques à vouloir se faire mousser, d'inviter ou de mettre sur un pied d'égalité la vraie science et de la pseudo-science, c'est-à-dire des opinions qui se déguisent en vraie science. Et pourquoi ? Tout simplement parce que du côté du journaliste, c'est encore une fois une opinion personnelle, du côté du journaliste qui cherche à ce que son émission de radio ou de télé ou son journal papier soit lu ou écouté ou visionné, il faut qu'il fasse de l'audience, sinon, voilà, dans le monde actuel, ça ne fonctionne pas. Donc, quand il y a des oppositions, je pense que ça fait beaucoup d'audience. Et les gens aiment bien ça. Du côté du scientifique, celui qui travaille depuis 20 ans dans son labo, dont on ne parle pas, mis à part de temps en temps une remise de diplôme, etc., être valorisé dans les médias, je pense que c'est bien pour son ego. Il peut y avoir aussi d'autres intérêts, éventuellement financiers ou politiques derrière. Mais néanmoins, il a parfois, je ne généralise pas, mais on voit ça quand même parfois, le scientifique a tendance à aller exprès en opposition ou à remettre en question des faits scientifiques en se disant, moi, je suis désolé, il y a des articles qui ne montrent pas la même chose. Et en fait, ils en font une montagne alors que les données, à l'écrasante majorité, vont dans une direction et que de temps en temps, c'est vrai, il y a quelques données qui s'y écartent. Et on met sur un pied d'égalité ça. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que dans la population, on est dans le flou et on n'arrive plus à faire la part des choses. Et donc là, je voudrais dire, comme mot de la fin, je n'ai pas calculé combien de temps je prenais, mais comme mot de la fin que... C'est bon ? Très bien. Donc, comme mot de la fin, que je suis tout à fait d'accord qu'on doit être modeste. C'est d'ailleurs tout le monde qui doit être modeste, mais les scientifiques aussi. Mais néanmoins, il ne faut pas être trop modeste et il ne faut pas toujours rabaisser ce qui est fait par les scientifiques et se dire, oui, moi, j'ai montré ça, il y a cette théorie-là, mais vous savez, la science, c'est toujours, ça avance par controverse et donc on est sûr de rien. Bien sûr, on n'est jamais sûr à 100%, mais que la Terre soit plate, on est quand même sûr à 99,999999 et je ne sais pas combien il y en a derrière, %, et celui qui avance, voilà, que ce n'est pas le cas, il a le droit de le dire, mais la probabilité qu'il ait raison est de 0,0000, etc., en %. Donc en fait, on ne peut pas dire dans l'absolu c'est vrai, c'est pas vrai, mais il y a quand même une probabilité énorme qui, au cours des années,
monte d'un côté et descend de l'autre, avec toutes les données scientifiques qui sont accumulées par la méthode scientifique et qui font quand même qu'à un moment donné, il y a un consensus pour accepter une théorie. Sinon, on ne peut plus rien faire, comme je ne sais pas, je crois que c'est Yves Poumet qui le disait dans le podcast. À un moment donné, il faut faire confiance à son microscope, sinon on n'avance plus et on remet tout en question et finalement, on reste à l'âge de la pierre, quoi. Donc, il faut oser aussi dire, non, je suis désolé, cette théorie-là, elle est validée par l'immense majorité des scientifiques, des papiers scientifiques. Et celui qui remet en question, on entend souvent dans les médias des gens qui se disent du temps de Galilée, heureusement qu'il avait remis en question ce qu'on pensait à l'époque. Oui, d'accord, mais il ne faut pas confondre les époques, justement. Et maintenant, du temps de Galilée, la science n'était pas où elle est maintenant. Donc remettre en question ce qui est validé par des milliers de scientifiques, c'est plutôt de la bêtise que du génie comme Galilée, en tout cas la plupart du temps. De temps en temps, peut-être qu'il sort quelque chose, en effet, qu'on n'avait pas prévu, et tant mieux, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Voilà, merci. La science n'est pas un discours parmi d'autres. Non, et surtout, la science suit une démarche qui a été petit à petit, au cours des années, des siècles, développée, éprouvée, et qui est extrêmement compliquée à mettre en œuvre. Donc ce n'est qu'après des années de formation, et encore, moi je dis la démarche scientifique, je la maîtrise mieux maintenant qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans ou que quand j'étais étudiant, mais chaque année, je me rends compte que je dois m'améliorer dans certains aspects de cette démarche, parce que sinon, on risque de tirer des conclusions fausses. Mais ça, il faut en être conscient, et le scientifique doit être conscient de ses limites, mais il ne faut pas non plus qu'il abaisse ses limites. Merci beaucoup. C'était Éric Muraille qui parlait de son microscope. Je corrige pour lui. Anne, on va t'écouter, comme ça on a d'abord les 3 scientifiques. Moi, j'ai eu un gros stress parce que j'ai cru ne pas comprendre la question. Quand tu as dit est-ce que les scientifiques doivent intervenir dans la sphère publique, je me dis merde, c'est pas ça que j'avais préparé, mais je suis rassurée en voyant l'image, c'est bien la sphère médiatique, et pour moi, c'est pas la même chose, parce que en fait, j'apporte 2 réponses complètement opposées. Je m'entendais dans le podcast dire bien sûr, on doit intervenir dans la sphère publique, on a le luxe, le privilège d'être payé pour réfléchir, tout ça, on doit ça à la société. Donc à la question, est-ce qu'on doit intervenir dans la sphère publique ? Un grand oui, comme mes collègues l'ont dit, c'est notre job, c'est le sens de notre travail au quotidien. Mais par contre, à la question, doivent-ils intervenir dans la sphère médiatique ? Je dirais non, ils ne doivent pas. On peut, si on le sent, parce que pour moi, c'est vraiment des questions différentes. Les médias ne sont pas la seule interface entre société et scientifique. Pour moi, quand on dit... donc à plusieurs égards, je me dirais, mais en tout cas, le premier point, ce serait de dire dans la sphère publique... c'est vrai que moi, en tant qu'historienne, avec mes collègues aussi, on reçoit quand même beaucoup de sollicitations. Et donc, c'est des interventions dans les écoles, c'est des conférences, mais c'est aussi... Moi, j'ai été assez loin, en fait, dans l'écoute de l'attente sociale, puisque j'ai fait des études sur commande d'institutions qui voulaient avoir un ouvrage sur leur propre histoire. Et donc là, je pense que j'ai été assez loin, comme ça, dans l'intervention de la sphère publique, avec plein de questions que ça pose et plein de balises à poser pour protéger la valeur scientifique de notre travail. Alors que je pense que quand on répond aux sollicitations des médias, on est dans un autre jeu, c'est-à-dire que selon les cas, parce qu'il y a des médias, il y a des journalistes au pluriel, mais ce sont chaque fois des machines, me semble-t-il, et que parfois on perd un peu la main. Autant si on propose une carte blanche dans un journal, ou si on est interviewé en direct, on a encore vraiment une grande responsabilité sur le produit fini. Je crois qu'on on a une part même doctorale, on est auteur, co-auteur. Tandis que être interviewé à la télé, puis remonté, puis avec des petits bouts de phrases qui sont les plus chocs, là, on a mis un peu le doigt dans un engrenage. Et pour moi, on n'est plus tout à fait maître de la chose. Et donc, vis-à-vis de la sphère médiatique, moi, en tout cas, je suis plus prudente. Je n'ai pas eu vraiment d'expérience malheureuse parce que, justement, je dis assez souvent non. J'ai juste été coupée au montage. Ça, c'est pas très grave. Mais on ne m'a pas fait dire des trucs que je ne voulais pas dire. Donc voilà, mais ça me conforte dans cette idée-là. Et puis, je trouve qu'il y a une autre grande différence entre sphère publique en général et sphère médiatique, c'est les finalités. Parce que comme mes collègues l'ont dit, cette idée d'être à l'écoute de la société, il y a vraiment, je trouvais que ce que tu disais, Élise, était vraiment intéressant. C'est au départ, il y a quand même un élan altruiste.
de dire il faut que ça serve à quelque chose, il faut donner des clés de compréhension pour tel et tel phénomène, ou même de remise en question du système actuel, parce qu'il est issu de choix et non pas de lois naturelles. Le système économique dans lequel on vit, il est bien le fruit de tout un processus historique, et il faut le rappeler, ce n'est pas une fatalité que ce système capitaliste dans lequel on vit. Je crois que c'est super important. Et les interventions dans la sphère médiatique, je pense que si on fait notre examen de conscience, on n'est pas que dans l'élan altruiste, c'est plutôt vraiment gratifiant d'être à la télé. C'est vraiment, ça flatte notre ego et ça, on sait qu'il y a beaucoup d'ego à l'université et que donc c'est fort agréable de s'entendre parler ou de se voir. J'aime pas trop, mais voilà. Mais donc voilà, il y a quelque chose en tout cas de gratifiant. Puis il y a quelque chose de très plaisant parce qu'il y a quelque chose dans l'habillage, dans le fait de rendre un contenu plus attractif. Et il y a même parfois une part de créativité qui nous est pas toujours autorisée dans le métier scientifique, où c'est la rigueur qui prime sur la beauté et sur l'harmonie, tout ça. Donc moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec des journalistes sur la confection justement d'émissions radio. Il y avait cette part de créativité. Donc il y a du plaisir personnel en plus que de se dire on se tape à Bastogne dans une école à 20h un jeudi, il y a 3 pelés de tondu. Ça, c'est de l'altruisme. Mais passer à la télé, pour moi, il y a une grande différence. Et donc, je pense qu'il faut être honnête. Et pour moi, il y a une différence entre sphère publique et médiatique. Et on t'écoute, Arnaud. Bon, alors... J'aime bien cette réflexion aussi sur l'ego, parce que dans notre métier, évidemment, il n'y a pas du tout d'ego dans le journalisme. C'est bien connu. Donc, oui, nous, en tout cas, ça nous arrange bien si des scientifiques s'expriment dans les médias. Alors, j'avais mis « oui, ils doivent ». En fait, « oui, ils peuvent ». Je trouve que la remarque était juste. C'est sans doute quelque chose qu'il faut sentir ou pas. Et sans doute aussi pour les bonnes raisons, parce que... je pense, ceux qui sont parmi vous parfois sollicités ou régulièrement sollicités par les médias savent aussi que parfois, les scientifiques, c'est bien pratique pour venir meubler des longues plages d'émissions dans des émissions de télé en continu. C'est surtout vrai en France. Vous voyez, parfois, des scientifiques qui vont rester pendant 2 heures, ils vont commenter alors d'abord un peu sur leur domaine de compétences et puis après, ils vont s'en éloigner de plus en plus au fil où l'émission avance. Parfois, dans des sujets aussi, dans les médias, on voit bien qu'on est allé chercher un scientifique parce qu'en fait, on se dit qu'on va quand même parler de ce sujet-là parce que c'est bien, mais on ne sait pas très bien comment on va en parler, alors on cherche vite un scientifique qui va pouvoir dire quelque chose. Bon, ça, c'est ce qu'on essaye d'éviter, c'est les mauvaises pratiques du journalisme, et on essaye de se détacher de ça, mais ça existe, et donc je pense qu'une part des mauvaises expériences des scientifiques par rapport aux médias, ça vient de ça. Je pense qu'il y a par contre plein de bonnes raisons pour les scientifiques de s'exprimer dans les médias. D'abord, il ne faut pas vous faire un dessin, parce que je crois qu'on a un monde de plus en plus complexe à appréhender, et que je pense que c'est extrêmement utile de pouvoir s'appuyer pour nous, journalistes, sur des gens qui prennent le temps de nous expliquer les choses, de se mettre à notre niveau et à travers nous au niveau du public pour utiliser leur savoir, leur connaissance qu'ils ont construit souvent très longtemps et très patiemment pour, en quelques minutes, venir nous aider, donner des clés de compréhension du monde. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Moi, c'est un truc que j'adore dans mon boulot, c'est de pouvoir justement m'appuyer sur des scientifiques et qui prennent le temps de m'aider à comprendre, de m'aider à construire et en intervenant dans les séquences pour faire passer ces enjeux-là. Donc ça, je trouve que c'est essentiel. Je pense aussi qu'il y a un enjeu très important, c'est que le niveau d'information et de connaissance générale du public n'a fait qu'augmenter au fil du XXe et puis du XXIe siècle. Et avec cela, ça a dopé une forme de curiosité, je pense, de critique aussi très forte dans le public. Et on le voit bien, c'est sans doute accentué sur les réseaux sociaux. Et donc là où je pense qu'il y a 30 ans, on pouvait dire, voilà, il y a tel vaccin qui arrive sur le marché et il est prouvé qu'il est très sûr. Aujourd'hui, essayez de faire ça. Essayez de juste dire ça dans un contenu médiatique. Vous allez voir ce que vous allez vous prendre. Aujourd'hui, il va falloir démontrer quelque part qu'on a fait un boulot, nous, journalistique, d'aller voir des scientifiques qui ont fait un vrai boulot scientifique, qu'on est allé voir plusieurs scientifiques différents, qu'on est allé s'informer sur tel scientifique qui a telle opinion très divergente des autres, mais quand même, est-ce que vous l'avez vu celui-là? Est-ce que vous êtes allé écouter ce qu'il dit? Enfin, vous voyez, aujourd'hui, construire une information sur un sujet, par exemple, aussi polémique que le vaccin,
ça nous impose beaucoup plus de travail, beaucoup plus de mobilisation de ressources qu'avant. Et donc, si on ne peut pas s'appuyer sur des scientifiques qui vont jouer ce jeu-là, qui vont nous aider à construire ça, je pense qu'on est, nous, de plus en plus en décalage avec notre public. Et puis, troisième élément, je pense que la démarche scientifique elle-même, et vous en parliez, doit sans doute être encore beaucoup plus médiatisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu un moment dans la crise sanitaire, si vous vous souvenez, où on opposait très fort les politiques et les scientifiques. Parce que les politiques, ils étaient tous un peu perdus, et nous aussi, hein, par rapport à ce virus qui arrivait. Et puis tout d'un coup, on a vu arriver quelques scientifiques sur les plateaux de télé qui, eux, nous ont dit, mais voilà, ça va se passer comme ça, et puis c'est une exponentielle, ça va monter. Et puis on a vu au fil du truc qu'ils avaient raison. Et donc tout le monde s'est dit, ah, heureusement, il y a des scientifiques. Et quand on voyait les taux de confiance, on voyait que les taux de confiance des politiques ne faisaient que baisser, ce qui n'était déjà pas très haut au départ, et que les taux de confiance des scientifiques ne faisaient que monter. Ça, c'était au début de la crise. Et puis, à un moment donné, une fois passée la première bulle, la première vague d'épidémie, on a vu que les scientifiques commençaient parfois à ne pas être tous d'accord entre eux sur ce qu'il fallait faire un peu dans la logique de long terme. On a commencé à voir qu'ils disaient que, oui, en fait, peut-être les masques, il fallait les mettre, d'autres qu'il fallait pas, etc. Et là, j'ai l'impression que le public a commencé à être un peu perturbé en disant, mais on avait l'impression que les politiques, eux, ils débattent, ils savent pas ce qu'ils veulent, etc. Mais que les scientifiques, eux, ils venaient nous dire, ça, c'est la réalité. Et je pense que là, on a manqué sans doute, et c'est une leçon pour l'avenir, en tant que média, d'expliquer aussi comment se construit la science, comment elle avance, comment elle se nourrit aussi de controverses, pourquoi est-ce que tous les scientifiques ne sont pas spécialement d'accord entre eux, mais comment est-ce qu'ils débattent, comment est-ce que le savoir avance par ce biais-là. Et là, je crois que c'est vraiment un chantier pour nous, pour les années qui viennent, c'est de construire ces enjeux-là. Et alors, si j'ai encore une petite minute, Céline, j'ajouterais que je pense que pour l'avenir, enfin c'est déjà le cas en partie, mais pour le futur, on doit sans doute être de plus en plus, en tant que journaliste et scientifique, des partenaires. Des partenaires, mais en gardant une forme de prudence, je ne veux pas dire de méfiance, mais de prudence en tant que journaliste, parce que il y a des super trucs à construire. Vous connaissez un média, par exemple, comme The Conversation, qui va mixer un peu du travail journalistique avec du travail scientifique et qui va faire qu'on va avoir des articles qui vont pouvoir être rendus visibles vers le grand public au départ d'un savoir scientifique de quelqu'un qui a travaillé. Mais je pense aussi que les médias ne doivent pas se dire aveuglément, un peu comme le public, c'est des scientifiques, donc je peux avoir confiance, je peux y aller. Parce que il y a des enjeux d'ego qui jouent. On a vu dans la crise à certains moments qu'il y a des scientifiques qui sortaient complètement de leur sujet parce que je pense qu'ils avaient quand même pris goût à une forme de lumière. Des scientifiques, c'est des humains comme nous tous. Ils ont un prisme et donc forcément, parfois, ils ont une vision du monde qui peut quand même jouer un tout petit peu sur la parole qu'ils vont porter. Alors peut-être sont très bons dans leur savoir, dans la façon dont ils vont effectuer leur démarche scientifique, mais sur un plateau de télé, etc., il y a peut-être d'autres choses qui vont se glisser. On connaît aussi dans l'histoire des moments où des scientifiques ont alimenté ce qu'on appelle la fabrique du doute, hein, sur l'enjeu du tabac, mais sur l'enjeu climatique aussi. Parfois, ils ont été payés directement pour ça, pour venir alimenter un petit peu des éléments de doute qui ont fait que ça a retardé la prise de conscience, notamment des dangers du tabac, de l'amiante, enfin on pourrait en citer plein. Donc ça existe aussi. Nous, en tant que journalistes, on doit être méfiants là-dessus. Et puis cet enjeu de l'argent, cet enjeu financier, parfois il se joue encore autrement. Je vais vous donner un petit exemple pour terminer. Une fois, j'ai appelé un sociologue de l'université d'Anvers en lui demandant s'il voulait bien intervenir sur tel élément politique de la NVA. Et ce sociologue m'a dit, écoutez, je suis embêté, je préfère pas répondre à vos questions, parce que on est justement en train de négocier un plan de recherche qui associe des médias locaux à Anvers, et Bardo-Wever étant le bourgmestre d'Anvers, si je réponds à vos questions là-dessus, je pense que ça va nous affaiblir. Bon, là, quelque part, il ne m'a pas mis en difficulté. Mais pour le même prix, il aurait pu répondre à mes questions, mais amoindrir un peu la critique qu'il faisait de Bardo-Wever parce que c'était dans ses intérêts. Donc tout ça, ça continue à exister. Et en tant que journaliste, je pense qu'on doit toujours garder cet esprit critique particulièrement en éveil de critique des sources. On doit le faire aussi avec les scientifiques. Ce n'est pas du tout le même rapport que ce qu'on a avec les politiques, les groupes de pression, les lobbies, etc. Mais quand même, on ne doit pas non plus s'abstraire de cet enjeu d'esprit critique. Et donc voilà, à ces conditions-là, je pense qu'il y a des super opportunités d'enjeux à construire et qu'on en a plus besoin sans doute que jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je ne sais pas s'il y en a un de vous qui veut directement rebondir. Non. Si vous... Oui, tu veux...
peut-être parce que vous avez parlé donc de personnes dans les journalistes qui font mieux leur boulot que d'autres. On veut des noms. Non, c'est pas tout à fait dit ça. Hein. Ils n'ont pas toujours le choix non plus. Je pense que c'est pas trop difficile à voir non plus souvent. Mais je veux dire, c'est la même chose pour les scientifiques aussi. Il y a pas, tout le monde n'est pas égalité, surtout, je veux dire, dans tous les domaines. Donc, il y a de meilleurs scientifiques que d'autres aussi. Alors, comment on évalue, ça, c'est autre chose, et c'est pas forcément facile à faire, mais il y a différents niveaux. Et d'autre part, il y a des scientifiques qui sont, et l'immense majorité extrêmement honnêtes, mais il y a aussi des scientifiques qui ne sont pas honnêtes, soit par conflit d'intérêts parce qu'ils sont payés par quelqu'un, soit uniquement pour son ego qui va mentir exprès, ou par intérêt politique ou autre. Mais je suis désolé, dans la pandémie, il y a toute une série de scientifiques malhonnêtes, pour moi, qui ont semé le doute dans la population, alors que les données scientifiques étaient déjà claires à ce moment-là. Donc, qui ont amené, je dirais, dans la sphère médiatique une controverse en faisant croire que c'était une controverse scientifique, alors que la controverse scientifique avait eu lieu, mais dans la sphère scientifique, et était réglée. Mais voilà, ils ont pris un malin plaisir à faire croire que ce n'était pas réglé, et de manière tout à fait malhonnête, parce que c'est certains qui le savaient, qu'ils étaient au courant de ça. Donc je veux dire, voilà, il y a de tout pour faire un monde, et dans les différentes professions, il faut un peu trier le bon grain de livret. Oui, je peux répondre là-dessus. Il y a une difficulté d'ailleurs pour nous journalistes, c'est que nous-mêmes n'étant pas des scientifiques, et encore moins forcément des scientifiques du domaine des scientifiques qu'on doit aller chercher, c'est difficile de savoir comment on va justement devoir se méfier éventuellement de tel profil ou à qui on va pouvoir faire confiance. Et dans la pandémie, on a dû apprendre quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. Enfin, je veux dire, personne n'était spécialiste en épidémiologie chez les journalistes il y a encore 3 ans. Et puis, on ne l'est pas non plus devenu, mais je veux dire, maintenant, on voit quand même un peu plus clair. Et moi, du coup, je me suis posé la question il y a quelques mois de ça, parce qu'il y avait un magazine interne à la profession journalistique qui m'avait posé des questions en disant « Mais comment vous avez choisi les journalistes ?» les scientifiques. Et bon, c'est pas que choisi, je veux dire, on en a appris vraiment beaucoup, mais je me disais, qu'est-ce qui, moi, fait que je vais avoir confiance? Et en fait, souvent, je pense d'abord cet enjeu de l'humilité, de sentir que la personne, au fond, elle n'est pas déjà en train de se pousser pour venir dans les médias, mais qu'elle va d'abord m'expliquer, voilà, moi, ce que je peux vous apporter, parce que mon domaine de recherche, c'est ça. Que la personne, quand je vais lui poser telle question, va dire, ça, je préfère pas répondre, parce que c'est vraiment pas mon domaine de recherche. Ou que la personne va me dire, là-dessus, vous devriez appeler mon collègue machin, qui est beaucoup plus fiable que moi. Et je trouve que ces personnes-là, moi, en tout cas, ça m'inspire déjà beaucoup plus confiance, parce que je me dis, bon, voilà, c'est une personne qui a bien compris ce pourquoi j'allais la chercher. C'est pas juste quelqu'un qui a envie de gagner quelques minutes de visibilité médiatique. Voilà. Mais c'était une question. Est-ce que tu rencontres plus souvent des excès de modestie ou des excès d'enthousiasme? Est-ce que les scientifiques sont parfois durs à convaincre, en fait, de cette légitimité qu'ils auraient à apporter une connaissance ou à s'exprimer? C'est régulier pour vous d'avoir un travail de « allez, s'il te plaît ». C'est régulier dès qu'on sort du carnet d'adresses de ce qu'on appelle les bons clients, ce qui est un enjeu, à mon avis, très important pour le journalisme aujourd'hui, de ne pas toujours faire intervenir les mêmes et de justement aller chercher toute la diversité des personnels qu'on peut avoir, pas que les scientifiques d'ailleurs, mais pour représenter un peu toute la diversité de la société. Et c'est vrai qu'alors là, du coup, dès qu'on sort des gens qui ont l'habitude un peu de venir s'exprimer médiatiquement et qu'il faut aller en chercher d'autres, là, on se heurte souvent à justement ce genre de réponse. Et oui, non, mais je ne suis pas vraiment sûr que c'est tout à fait mon domaine. Oui, mais je crois que telle personne qui intervient souvent chez vous le dira mieux que moi. Et donc, voilà. Mais c'est un travail patient. Et en général, du coup, moi, par exemple, ce que je fais, c'est de discuter d'abord avec les gens en disant, écoutez, on va peut-être pas faire d'interview au bout du processus, mais d'abord, expliquez-moi votre vision du truc. Et puis, on discute. Et puis, au bout de 3 quarts d'heure, dire, allez, vous feriez quand même pas 5 minutes d'interview pour nous, là, vous connaissez quand même vraiment bien, quoi. Voilà. Ce qu'il y a aussi, je rebondis sur ce Diano, je pense qu'il y a des scientifiques aussi qui sont mal à l'aise par rapport à la différence de temporalité entre la recherche et les médias. Donc nous, on fait des recherches vraiment au long terme. Et quand il y a une urgence, comme il y a eu celle de la pandémie, ce qui est pratique, c'est que quand ça fait 15 ans qu'on creuse un sujet et qu'il est là, enfin, on peut fournir une analyse. Et enfin, quelqu'un s'intéresse et arrête de dire que ce qu'on fait est inutile et qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Mais on doit aussi, nous, et ça c'est vraiment de l'honnêteté intellectuelle, pouvoir aussi dire aux médias, mais là-dessus, moi je ne creuse pas depuis 15 ans, et donc je n'ai pas de réponse en 5 minutes. Et là, du coup, aussi, autant
le journaliste cherche à avoir confiance dans certains scientifiques, autant les scientifiques, ils voient aussi progressivement assez clair sur dans quel journaliste ils peuvent avoir confiance ou pas. Il y a clairement des journalistes pour qui on va remplir les cases, on va être un peu celle qui vient combler le trou à la RTBF, etc. Et d'autres, on sent qu'ils cherchent vraiment la personne compétente, et donc on peut même réorienter ce journaliste vers quelqu'un d'autre. Et là, je pense qu'il y a aussi un travail à faire au niveau de l'université, de créer une sorte de déontologie du chercheur dans l'espace public, parce qu'en fait, on n'est pas du tout formé à ça. Je crois que c'est important de le dire. Nous, on sort en fait d'un parcours de doctorants qui s'apparente un peu à un marathon dans de la solitude, avec la patience du bénédictin, et puis après, on est à la fois projeté dans un auditoire de centaines d'étudiants en disant « bonne chance, vas-y, débrouille-toi », et puis on est appelé par les médias notamment, et on doit aussi se former comme ça sur le tas. Donc je pense que c'est un super beau sujet. Je crois qu'on doit pouvoir y revenir peut-être dans un temps plus long, mais ça devrait, je pense, ça pourrait aboutir à une sorte de charte qu'on explique et qu'on donne au chercheur au moment où il entre en fonction, parce que là-dessus, je trouve qu'on est vraiment dans une zone tout à fait floue, quoi. Maintenant, de plus en plus, on voit lorsqu'on rédige des projets de recherche scientifique pour essayer d'avoir de l'argent, que ce soit à l'Europe par exemple, il y a une partie qu'on doit remplir. Comment allez-vous disséminer vos résultats? Comment allez-vous communiquer au grand public? Donc on demande de plus en plus d'y penser en amont. Et donc ça fait partie, ça ne veut pas dire qu'on est mieux formé pour la cause, mais ça veut dire qu'il y a une réflexion quand même derrière, et qu'on doit de plus en plus inclure cette partie de vulgarisation ou dissémination des connaissances dans le grand public. Mais tu vois, tu crois pas que par exemple dans le programme d'école doctorale, on doit faire plein de trucs dont on comprend pas toujours le sens, mais il pourrait y avoir une espèce de, je sais pas si on doit dire coaching, mais d'abord se former à la communication, c'est pas évident du tout. Je trouve qu'on fait aussi ses armes quand on est dedans. C'est un temps qui va très vite aussi, donc on doit être très incisif, et on n'apprend pas du tout ça quand on fait une thèse. Et puis, déontologiquement, comment est-ce qu'on doit réagir? Moi, je trouve, effectivement, il y a des toutologues à l'université aussi, il y a les bons clients, il y a les journalistes qui veulent trouver quelqu'un très vite, et puis il y a ceux qui adorent, ils s'endorment en regardant leurs propres posters, en écoutant leurs propres interviews, donc ça rejoint l'ego. C'est clair, il y en a. Et donc, est-ce qu'il faudrait... Enfin, je pense qu'il faut baliser et expliquer que, bon, ça, on sait que la tendance existe, mais que à l'université de Namur, on ne fonctionne pas comme ça, quoi. Et alors, je voulais aussi, peut-être, si je peux continuer, rebondir sur ce que tu disais sur les opinions. Je trouve que c'est effectivement très important que le scientifique ne brouille pas les pistes entre les opinions qui sont vraiment ancrées dans son travail de chercheur. Et là, il peut avoir des opinions. Il a fait un travail de recherche qui le convainc de certaines choses. Il a des opinions, il doit les assumer, parce qu'il y a aussi une tendance à dire « Oh, moi, je suis dans ma tour d'ivoire, je regarde ça de loin, je suis au balcon, je ne veux pas trop mouiller. » Non, je pense qu'il doit se mouiller, mais ne pas brouiller les pistes avec son opinion en tant que citoyen. Donc c'est vrai que moi, je me méfie des Jésus. Il y en a un certain nombre sur Twitter qui donnent la bonne parole dans toutes les matières. Donc ça, ils se discréditent même dans leur champ scientifique. Mais je pense qu'il faut quand même bien dire que le chercheur doit avoir des opinions, il doit se mouiller, il doit aller sur le terrain, il doit prendre des risques, parce qu'il y a trop de scientifiques qui disent « moi, je fais mon étude devant mon ordinateur ». Moi, la semaine passée, on m'a demandé d'aller témoigner dans le premier procès contre une lanceuse d'alerte. J'ai hésité parce que ça sortait de mon rôle de prof d'UNIF, et à la fois, je trouvais que la cause était vraiment juste. Et je n'ai pas été défendre uniquement la personne qui était sur la sellette, mais j'ai raccroché ça à mes recherches. Et donc, en fait, moi, dans mes recherches, j'ai vraiment du mal à trouver l'information. Donc, je travaille sur ce qui est gestion des données par l'État. L'État planque pas mal de trucs, il faut le dire. Et donc, je travaille avec des agents secrets. Et donc, avec des gens qui sont des lanceurs d'alerte, qui me font jurer que jamais je ne vais donner leur nom. Je me suis dit, j'ai profité de ça pour aller dire au Parlement, il y a vraiment un gros problème dans cette matière-là. Vous voulez bénéficier de notre expertise là-dessus, mais pour avoir de l'info, on a besoin d'agents secrets, de lanceurs d'alerte, et donc oui, il faut les protéger, sinon c'est même pour votre travail de confection de la loi que ça ne fonctionnera plus. Il y a un cercle vertueux, il nous faut de l'information que parfois même les journalistes n'arrivent pas à avoir, et donc ça rebondit aussi sur la collaboration, parce que tu disais au début qu'ils ont des positions diamétralement opposées. Moi, je trouve que la collaboration journaliste-chercheur, elle est vraiment géniale, parce que d'abord, le journaliste, il pose des questions pertinentes et impertinentes aux chercheurs, et donc ça nous aiguille aussi sur quel est l'intérêt du public pour telle et telle question. Ça nous force à répondre à la question, et pas à tourner autour, comme parfois on fait en science. Et à l'inverse, pour le journaliste, on peut l'aiguiller sur des champs
de recherche qu'il n'a peut-être pas lui-même perçu tout seul. On peut l'amener à se poser d'autres questions, à aller voir certains publics, etc. Donc je trouve que la collaboration, elle est vraiment très riche en fait. Je réponds rapidement. Moi, je crois, en t'écoutant, je suis d'accord avec toi, et je dirais, il faudrait vraiment distinguer la science des scientifiques. Le scientifique, la personne, c'est un être humain comme n'importe qui a une formation scientifique, ok, mais qui reste un être humain, qui a son passé, ses opinions, etc., et qui essaye de faire le mieux possible la science, suivre la démarche scientifique. La science, c'est la somme de tout ce qui est produit comme connaissance par l'ensemble des scientifiques. Et donc là, je n'aime pas le terme vérité, pas du tout, mais il y a une réalité du monde qui nous entoure qui est décrite par la science, encore une fois, qui est correcte à X% de chance avec une probabilité élevée. Ça, c'est la science. La science n'a pas d'opinion. Le scientifique peut en effet avoir des opinions et il doit le dire que c'est une opinion. Oui, de nouveau, moi j'aurais envie d'insister sur cette possibilité, mais qui ne serait pas une obligation, parce que je trouve qu'en intégrant la formation, je sais pas, média coaching à la formation doctorale, c'est comme si c'était notre job, alors qu'on ne passe pas de casting et on pourrait avoir un cheveu sur la langue et ça ne ferait pas de nous des mauvais scientifiques. Et donc je trouve que en fait, moi j'aurais suivi parce que ça m'aurait fait plaisir et ça m'aurait intéressé, mais j'ai l'impression qu'on a aussi besoin de scientifiques derrière dans leur labo. Et que cette richesse-là, et qu'on ne doit pas tous devenir des communicants. Enfin, voilà. Je ne vois pas qu'on doit tous diffuser des opinions. Enfin, moi, j'étais sensible à ce que tu disais sur ces réseaux sociaux. Moi, ça me gave complètement. Je trouve que, même si on adoptait une charte, je trouve que ça... On devrait aussi nous dire, faites attention à ce que vous racontez sur les réseaux sociaux. Oui, ça à fond. Mais c'est parce que quand j'ai fait cet article, où on a essayé de systématiser les exigences qui s'imposent aux chercheurs dans l'espace public, notamment médiatique, en fait, c'était hyper intéressant de réfléchir à quelle est notre spécificité de chercheurs par rapport à des consultants, par rapport à des chroniqueurs, etc. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent relayer de l'information. Mais quelle est notre force? Parce que je trouve qu'on ne parle pas assez, on le disait, de la méthode scientifique et de la recherche du scientifique. Dans la population, il y a plein de gens qui ne pigent pas ce que c'est la recherche. Quand c'est de la biologie, peut-être un peu plus précisément, le droit, c'est pourquoi tu fais un FNRS en droit, ça subsidie quoi? Et donc le fait de dire, oui, il y a de l'indépendance. C'est quoi notre indépendance? Parce que ça pose plein de questions par rapport au journalisme, mais par rapport aux politiques. Il y a des invitations de politiques à n'en plus finir, à aller faire des petits restos, des petites balades, etc., pour avoir de la consultation gratuite. Est-ce qu'on accepte ou pas? Belle question. La nuance, ça veut dire quoi? L'ouverture, ça veut dire quoi? L'humilité, la pensée consolidée, l'audace. C'est à ces exigences-là qu'on est arrivé, mais moi j'étais surprise de rien trouver là-dessus. Tu vois? Et donc c'est pas simplement l'espace médiatique, c'est vraiment quelle est notre colonne vertébrale en tant que chercheur et la spécificité de la recherche aussi pour défendre notre boulot, quoi. C'est quand même un boulot spécifique qui est rigoureux, qui est difficile, qui est beaucoup moins bien payé que dans le privé, il faut le dire aussi. Et donc voilà, pourquoi on le fait finalement. Et je me demande s'il n'y a pas des questions dans la salle, puisque vous êtes déplacés, vous avez peut-être aussi envie de nous donner votre avis ou de poser des questions. Voilà, bonjour. Je soupçonne les intervenants, en tout cas scientifiques, de ne pas avoir évoqué au moins une raison non généreuse d'intervenir dans les médias. Et je le dis juste avant que notre rectrice nous quitte. C'est parfois tout simplement d'intervenir pour faire parler de notre université. Il ne faut pas oublier que le champ médiatique est aussi un territoire où il y a différentes influences qui se jouent et que, je pense, nos universités souhaitent qu'il y ait une présence des professeurs, des académiques, des scientifiques, payés aussi, même s'ils le sont par la société, payés aussi par leur université. Et là, je pense aussi que c'est un enjeu dont on n'a pas parlé ici, qui existe, qui est réel, dont les journalistes n'ont peut-être pas toujours conscience non plus, quoique ils savent bien que s'il y a une tendance, il faudrait peut-être faire attention à ce qui est l'autre tendance, mais cela existe aussi entre collègues
scientifique, universitaire, où simplement parce que quelqu'un qu'on n'aime pas trop a dit quelque chose, on est prêt à défendre l'inverse, ou en tout cas montrer qu'il y a de la nuance. Ça se joue aussi comme cela. Donc je veux dire, il n'y a pas que des intérêts généreux ou de vulgarisation scientifique, il y a aussi de purs intérêts de positionnement. Et il ne faut pas les oublier non plus. Et il faut, comme scientifique, avoir conscience de ce qui nous pousse aussi à intervenir. Et moi, je vais le dire que je suis prêt à aller à Bastogne le samedi pendant 2 heures, parce que c'est un territoire où nos amis liégeois sont aussi présents. Il ne faudrait pas ne pas être absent. Donc, je pense qu'on a aussi une écharpe comme supporter à avoir autour du cou. Et l'espace médiatique est un endroit où on doit pouvoir le faire aussi. Mais c'est un avis. Non, mais c'est objectif, hein. Ça fait partie des critères, enfin, c'est repris dans nos critères de promotion. D'ailleurs, il faut que les journalistes sachent qu'ils nous aident à avancer quand ils veulent bien de nous. C'est ça quand même, hein. C'est clairement dans les critères. Je pense que vous avez probablement raison, mais moi je suis quand même un petit peu plus mesuré. Enfin, des collègues que je connais qui interviennent souvent dans les médias, je ne pense pas qu'ils le fassent vraiment pour faire de la publicité pour leur université ou pour leur labo ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils peuvent le faire par ego, oui, par intérêt donc personnel, mais qu'il y ait une guerre des universités dans les médias, moi je suis un peu plus sceptique. En tout cas en biologie, honnêtement, je ne le rencontre pas vraiment. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment le moteur de l'intervention médiatique. Ben, ça se joue, à mon avis, aussi à d'autres niveaux qui sont les services de communication, qui, eux, ont tout intérêt à ce que... Moi, j'ai rarement eu autant de coups de fil de service com que quand toutes les unifs ont changé de nom. Alors, on me disait, ah, mais vous avez dit encore UCL, c'est UC Louvain maintenant. Ah oui, ok. Vous avez dit FUNDP, attention, c'est une... Enfin, donc, on voyait quand même bien qu'il y avait cet enjeu de visibilité pour les universités par ce prisme-là, en tout cas. Oui, moi j'aurais souhaité faire un petit commentaire qui s'adresserait surtout aux journalistes. Je trouve que d'abord je veux vous remercier de venir dans l'antre académique, comme ça de ne pas avoir peur de venir dire votre avis. Mais votre vision enfin c'est peut-être votre vision personnelle, ça je ne dis pas le contraire, mais elle est un peu bisounours, je trouve. Parce que moi je n'ai jamais été médiatisé de toute ma carrière, mais ces derniers temps j'ai commencé à lire beaucoup sur la pandémie et choses comme ça. Et j'ai essayé d'avoir des relais auprès des médias, mais c'est absolument impossible. Il est absolument impossible de trouver l'email de quelconque journaliste de la RTBF, dans mon expérience, ou de RTL TVI. Pas moyen de trouver le moindre email, même par tous les contours. Si on adresse sur RTL le bouton rouge, ben c'est pour le chat crevé du coin, rien d'autre. À la RTBF, je n'ai jamais trouvé le moindre point de contact. Et donc, j'ai l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, que vous jouez parfois, je ne dis pas tout le monde, il ne faut pas généraliser, mais que vous jouez parfois le même rôle que ce que j'ai connu toute ma carrière avec les éditeurs de journaux. Où on a une ligne éditoriale, où on doit engendrer de l'impact factor. Quand on reçoit un article, on voit si l'abstract et le titre sont alléchants pour l'impact factor, et on choisit des reviewers qui pourront juste jouer un peu le jeu, mais on a décidé à l'avance de ce qu'on voulait publier ou pas. Il y a une ligne éditoriale, il y a une ligne politique. Et ces dernières années, j'ai l'impression que dans le milieu journalistique, il y a beaucoup de ça aussi. Voilà, c'est juste une opinion personnelle. Alors, donc je vais vous donner mon adresse mail déjà. Elle est très facile, c'est aruy@rtbf.be. A comme Arnaud, RUY comme Russell. Donc voilà, si vous voulez m'écrire et m'envoyer, vous pouvez y aller. En tout cas, il n'y a pas de volonté de cacher les adresses email, mais c'est vrai que peut-être que les points de contact ne sont pas suffisamment évidents. Je pense aussi que il y a quand même quelque chose de nouveau qui s'opère avec les médias. Alors d'accord, c'est sans doute réducteur et c'est de nouveau dans des bulles particulières, etc. C'est tout ce que les réseaux sociaux ont changé pour notre métier. Avec des opportunités immenses et avec aussi des grandes difficultés à gérer. Et moi, je peux vous dire que dans tout ce qui s'est passé au niveau de la pandémie, je pense vraiment qu'il y a eu à un moment donné une forme de co-construction de la compréhension des enjeux
liées justement à ces échanges qu'il y avait moyen d'avoir par le biais des réseaux sociaux. Parce que c'est le meilleur comme le pire. Hein. Twitter, Facebook, vous allez dire quelque chose, et puis alors vous allez avoir des trolls qui vous rentrent dedans, des gens qui vous insultent, ou des gens qui trouvent c'est formidable, et puis bon, ça n'alimente pas beaucoup de discussions. Mais j'ai eu aussi souvent des gens qui m'ont écrit, parfois même par des messages privés, etc., en me disant « Monsieur Huyssen, je pense que vous avez plus ou moins bien compris le truc, mais vous avez oublié tel enjeu dans la compréhension de ce qui est en train de se passer là-bas. » Et qui m'ont envoyé parfois des textes assez construits. Alors, on ne peut pas tout lire. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est vrai qu'on est sursollicité. Mon collègue François Heureux, qui est là aussi, pourrait en témoigner. On reçoit énormément même encore du courrier papier, etc. Et moi, honnêtement, je n'ai pas le temps de tout lire, ça c'est vrai. Mais par contre, c'est rare quand même que je me dise, tiens, je ne vais vraiment pas voir, je ne vais vraiment pas écouter, au contraire, plus que jamais, on a maintenant le retour assez direct du public sur ce qu'on va publier. Et dans le public, il y a des anonymes, etc., mais il y a aussi souvent des gens qui sont vraiment directement concernés par la situation, ou qui sont des spécialistes de la situation. Et en général, quand ils s'adressent à nous, j'ai l'impression qu'on non seulement on essaye de répondre, on essaye surtout d'écouter, et parfois même d'évoluer. Moi, il y a des trucs, je ne pourrais pas vous citer un exemple là comme ça, mais où vraiment ma vision de certains enjeux, par rapport à ce que j'en avais compris au départ, et puis par ce qui m'est revenu par ce biais-là, justement, dans les retours, ça a changé. Après, je voudrais quand même dire juste un autre truc par rapport au journalisme, parce que j'entendais, on disait, bah oui, il y a des bons, des mauvais journalistes, etc. Bon, c'est sans doute vrai, mais je pense que c'est surtout aussi lié à un enjeu qu'il ne faut jamais oublier, c'est les conditions socio-économiques de production de l'information aujourd'hui. On a un monde médiatique qui est en crise parce que le gâteau publicitaire se réduit, parce qu'on n'a pas encore trouvé des moyens de financement public suffisamment efficaces. Moi, je travaille dans un service public bien financé, donc tant mieux pour moi, mais il y a plein de gens qui travaillent dans des médias privés où c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et que aussi, à un moment donné, je pense qu'il ne faut pas faire un procès en se disant « ça, c'est vraiment un mauvais journaliste, il a rien compris, il a fait trop vite son truc, etc. » Il y a des logiques de fonctionnement de rédaction aujourd'hui. Il y a de la pression sur les journalistes qui existent. Il y a le fait qu'on nous demande de courir énormément de lièvres à la fois, parce que avant il fallait juste publier dans un journal, maintenant il faut faire un truc pour la radio, puis vite un truc pour le web, et puis une version pour Instagram, attention, tu as fait ton truc pour TikTok, etc. Et donc ça aussi, ça s'impose aux journalistes aujourd'hui. Et donc c'est comme les scientifiques. Je pense aussi que vous avez énormément, je le sais un peu dans les unifs, beaucoup de choses qui se rajoutent et qui se surajoutent dans votre boulot et qui vous empêchent de faire ce qu'est le cœur de votre boulot. Malheureusement, c'est vrai aussi pour les journalistes. Le temps qu'on a pour chercher de l'info, pour développer une compréhension et pour pouvoir après rendre ça, malheureusement, il a tendance à se réduire de plus en plus au prix de beaucoup de travail sur plein de formats d'informations différents, au prix de plein d'enjeux techniques qui viennent se rajouter dans notre boulot. Donc voilà, je ne vais pas vous dire que vous avez tort sur toute la ligne. Je pense que je ne suis pas bisounours, je vois bien, mais il y a ce que les journalistes aimeraient faire et il y a parfois aussi ce qu'ils ont l'occasion de faire. C'est un enjeu de société, hein. C'est un enjeu de société. C'est nous, tous ici, citoyens, qu'est-ce qu'on veut comme journalisme demain? Comment est-ce qu'on le finance? Enfin, alors là, on peut faire 4 heures et ce sera passionnant. Mais je pense qu'il y a vraiment un enjeu qui n'est pas juste lié aux médias ou aux scientifiques de l'autre côté. C'est vraiment un enjeu de société, selon moi. Oui, c'est vrai que le fait de recevoir énormément de retours fait aussi que ça fait qu'à un moment donné, il y a beaucoup de bruit. Oui. Alors, je suis désolée, j'ai peut-être un petit peu changé l'orientation de la conversation, mais tout à l'heure, il a été question de comment est-ce qu'on sensibilise finalement les jeunes chercheurs à la communication scientifique. Il faut savoir qu'à l'Université de Namur, on a énormément de ressources de gens dans différentes cellules, dans les différentes facultés, qui sont là pour ça, en fait, pour accompagner les chercheurs, au travers de leur formation doctorale, notamment, à pouvoir communiquer sur leurs travaux de recherche. Et voilà, moi je suis médiatrice scientifique à l'université, en fait la seule médiatrice scientifique à l'Université de Namur, je fais un petit appel comme ça.
Et comme c'est pas grave, c'est important que tout le monde le sache quand même. C'est-à-dire que comme les journalistes, hein, comme Arnaud le disait, on a énormément de travail, très peu de temps pour le faire, très peu de temps pour chercher, se documenter, etc. Et donc évidemment, les chercheurs sont notre première ressource pour pouvoir produire des contenus de vulgarisation scientifique. Notre cellule, pendant de nombreuses années, s'est centrée sur la communication scolaire et les jeunes du scolaire, primaire essentiellement. Et depuis quelques années, on s'est vraiment recentré sur la formation des doctorants et cette volonté de communiquer au sein des écoles secondaires, notamment pour orienter leur choix d'études. On en revient toujours à faire la publicité de l'Université de Namur, bien entendu. Mais alors, il y a aussi et surtout, justement, le coaching des chercheurs dans leur communication. Donc, on essaye de mettre ça en place. Et on organise notamment le concours Ma thèse en 180 secondes, qui n'a pas que des amis. Hein. Il y a pas mal de gens qui considèrent que en fait, cette vulgarisation en 3 minutes efface énormément d'aspects cruciaux de la recherche des jeunes, etc. Mais la volonté de cette vulgarisation, elle a vraiment pour objectif d'attiser une curiosité autour de problématiques de recherche qui sont très très nombreuses au sein de nos universités et auxquelles on aimerait attirer l'attention du public par rapport à tout ça. Oui, on me dit de dire mon nom, hein, je m'appelle Aline Wilmet, voilà. Je suis docteur en histoire de l'art et archéologie, donc la démarche scientifique, je la connais bien. Et je sais à quel point ça peut être très difficile pour les chercheurs d'arriver à faire le tri pour pouvoir choisir en fait, les axes sur lesquels il faut se centrer en fait, pour attirer l'attention, pour aller chercher les gens, pour leur dire oui, moi je fais de l'histoire, je fais de l'archéologie, je fais du droit. Ça a aussi beaucoup d'impact en fait, dans la société. Il n'y a pas que la biologie, la chimie, la physique, etc. qui sont fondamentales. Et le retour que j'ai des doctorants qui suivent ces formations, c'est que dans les formations doctorales qu'on construit aujourd'hui, on a toute une série de choses à faire pour obtenir des crédits. Et ce que j'entends, c'est quand même vachement plus intéressant de venir suivre la formation MT 180 pour gagner 5 crédits, plutôt que de se taper des conférences dont on n'a rien à cirer, passez-moi l'expression, dans des domaines qui ne sont pas les nôtres, etc. Alors que là, on nous explique comment on doit s'exprimer aux gens, comment on doit bouger, comment on doit poser sa voix, comment on doit donner envie en fait, aux gens à s'intéresser à la science. Et je pense que c'est un des axes les plus importants quand on est jeune chercheur, à un moment donné, de se dire « Ok, je sors de mon labo, je prends du recul sur mon travail et je peux voir aussi les choses autrement, je m'ouvre à la créativité pour essayer de donner envie aux gens de s'intéresser à. » Et je crois que ça fait partie vraiment d'un aspect hyper important aujourd'hui, en tout cas pour les jeunes chercheurs, c'est d'apprendre à faire ça. Et voilà, donc on essaye, dans la mesure du possible à l'université, de rassembler tous les gens, toutes les personnes qui travaillent donc dans cet objectif-là, à faire en sorte que les formations doctorales soient plus actives à ce propos. Voilà, merci. Merci. Peut-être un dernier point de débat, je ne sais pas si le timing le permet, mais dans les expertises scientifiques dont on a parlé, il est peu fait mention de la grosse différence qui existe entre la recherche qui est descriptive, collationnelle, et la recherche qui est expérimentale et qui crée les faits, qui analyse les faits. Et dans les discours qui ont été entendus dans les différents médias, chez vous, Monsieur Ruyssen, par exemple, où vous donnez le temps, et ça c'est extrêmement important, de prendre le temps de pouvoir permettre aux personnes de s'exprimer et d'argumenter, bien sûr. Mais on a entendu des personnes qui ont un discours qui repose uniquement sur les faits et qui vont recommander en disant la vaccination, il vaut mieux pas donner AstraZeneca aux femmes en dessous d'un certain âge parce que les études montrent que, et d'autres qui vont, malgré leur formation scientifique, et je rejoins ce que Frédéric a dit à ce moment-là, dire moi je crois que sur base de ce qu'ils ont connu, mais d'aucun fait. Et là, il y a vraiment une distinction importante à faire, me semble-t-il. Merci. Ouais, en un mot, c'est peut-être notre rôle de journaliste, et peut-être que c'est un truc qu'on ne fait pas assez, hein, de pouvoir identifier ça aussi auprès du public en disant « Oui, mais là, vous êtes en train de nous donner votre avis, là. Vous n'êtes pas seulement en train de nous décrire ce que la littérature scientifique ou ce que vos recherches vous ont permis de mettre au jour. » Oui, très rapidement. Il y a eu plein de choses super intéressantes qui ont été dites. Alors en 1995, Pierre Bourdieu s'était fait laminer à une émission de télé, pas de télé-réalité, mais de télé, qui s'appelait Arrêt sur image par Daniel Schneiderman, et ça avait donné lieu à un petit bouquin sur la télévision, dans lequel il expliquait pourquoi il n'allait pas à la télévision, parce qu'il n'avait pas les codes des spécialistes de plateau télé. Vraiment, vous avez
tous et toutes proposé beaucoup de choses très intéressantes. Je voudrais simplement réagir au travail de Madame Wilmé sur ma thèse en 180 secondes, parce que moi, je suis vraiment très opposé à ça. Pas vraiment à la vulgarisation scientifique du tout. Je trouve que c'est un travail vraiment capital. Simplement, en jouant à ma thèse en 180 secondes, on joue à The Voice et on joue au code du télécrochet, de la télé-réalité, et on privilégie, comme vous l'avez dit, l'attractivité, la punchline. Et qui a été hyper fort pendant le confinement pour jouer sur la punchline? Un spécialiste virologue de Marseille qui a capté beaucoup d'attention à travers toute une série de micro-phrases d'accroche qui fonctionnaient vraiment très bien, qui captaient l'intérêt et qui bousculait le travail de toute une série de personnes. Alors là, on a quelqu'un qui a été présenté comme nobélisable, qui a une légitimité visiblement grâce à des publications qui excèdent en fait ce qu'il est possible de composer, puisqu'il signe les publications aussi de toutes les personnes de son labo. Et je crois que là, il y a vraiment un travail très important à faire aussi. Mais alors, attention, hein, vraiment, je suis à fond pour la vulgarisation scientifique. Je suis persuadé que le travail que vous faites est vraiment très important. Mais importer les codes dans des molles et de la télé-réalité, je crois que c'est vraiment hyper dangereux. Voilà. Et je viens de dire ça en moins de 180 secondes aussi, hein, j'en suis conscient. Donc, Moi, je rejoins tout à fait ce que tu dis, Denis. Je trouve ça dangereux, en fait. Je trouve ça important que les scientifiques aillent sur les médias, mais n'en adoptent pas les codes. On doit presque résister. Et tant mieux s'ils nous font des remarques en disant... Enfin, moi, j'ai eu l'expérience de pouvoir parler 2 minutes 20 de la démocratisation de l'enseignement supérieur. Et on m'a dit, pourquoi tu as cité ta source et pourquoi tu n'as pas fait le lien avec l'actualité? J'ai dit, parce que je ne suis pas journaliste, point. Voilà. Et me dire, eh ben non, pour moi, c'est notre job. De dire, soit, on n'est pas des chroniqueurs. Et donc, je trouve que c'est bien de résister à ce truc sexy, emballé et tout ça. Je voudrais juste ajouter que, quand même, la leçon de tout ça, c'est on n'est pas obligé d'être ennuyeux pour être bon. Et donc, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de l'UNIF pour rendre les choses un peu sexy, juicy, enfin, je sais pas comment est-ce qu'on doit dire, un peu amusantes aussi. Et donc, c'est par exemple, ici à l'UNIF, on a le TEDx d'un côté et les grandes conférences namuroises de l'autre. Le TEDx, c'est court, c'est chouette, c'est dynamique. La réputation du truc, hein, j'ai aussi beaucoup à dire sur le TEDx. Et grandes conférences namuroises, c'est long, c'est tard, c'est en semaine, etc. Donc, il y a un mix à faire, je pense, pour rendre les choses attrayantes. Et on n'est pas obligé un cours n'est pas bon parce qu'on s'y ennuie, par exemple. Et ben, c'est la même chose pour les conférences. Je pense qu'on peut aussi jouer avec... Et les médias nous apprennent tu disais, ça. Le but, c'est pas plaire. Non, mais soi-même, hein, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer parfois dans des cours hyper classiques. Et donc, je pense que les médias nous apprennent aussi à aller à une certaine dynamique qui est chouette et qui rend les gens heureux, en fait. Je pense qu'on peut être heureux quand on fait son boulot. Pour moi, on doit pas faire toute la pape, quoi. Enfin, de la truc facile à accumuler, tout ça. Tant mieux s'il y a des morceaux. Moi, je trouve. Mais on refera une conférence. Je trouve qu'on peut rester sur cette phrase. Tant mieux s'il y a des morceaux. Ça me paraît une meilleure conclusion que la mienne, qui était aucune pensée n'est immunisée contre les risques de la communication. Et donc, je vous laissais sur cette parole de Théodore Adorno. Merci à tous d'être venus nous écouter. Merci à vous d'avoir donné votre avis. Ça montait, mais il est 14h. Mais vous pouvez continuer. Je pense qu'il y a encore à boire et qu'il fait beau. Donc, tout le monde peut rester pour le dernier verre. Merci. Merci.